Alors, l'année 2022 était une année de choc de matières premières pour la plupart des industriels, au Maroc. Choc de coût de revient. Donc le défi a été d'augmenter ses prix doucement, sans perdre ses clients. L'année 2023, les matières premières se sont plutôt stabilisées, ont arrêté d'augmenter. Donc ça, c'est déjà derrière nous. Elles vont peut-être même légèrement fléchir, elles ont commencé à fléchir. Donc maintenant, le défi est un défi de volume, c'est-à-dire de demande de la part des clients après une année de hausse des prix. Est-ce que les clients vont continuer à consommer autant les mêmes volumes alors que les prix sont plus élevés maintenant qu'ils ne l'étaient il y a un an? Dans les pays développés, le choc qui s'est produit est un choc où à la fois il n'y avait pas assez d'offres parce qu'on sortait du Covid et les chaînes logistiques étaient perturbées, et de l'autre côté il y avait un choc de demande parce que les pays, les États ont injecté tellement d'argent, ont donné tellement de cadeaux aux ménages, aux entreprises pendant l'année 2020 jusqu'à début 2021 que les gens, un, sont sortis du marché du travail, sortis. Donc le marché du travail était très tendu, il n'y avait plus de chômage, le chômage est tombé à un plus bas historique, on n'arrivait plus à recruter, ce qui a entraîné une spirale inflationniste sur les salaires. Et ce qui est le pire des scénarios, c'est quand l'inflation entraîne des hausses de salaire, la hausse de salaire entraîne une hausse de la demande, et la hausse de la demande entraîne une hausse des prix. Donc cette spirale inflationniste a commencé à s'enclencher aux États-Unis. Moi, je le vis. Nous-mêmes, on a une filiale aux États-Unis, donc on a été obligé d'augmenter les salaires 2 fois plus vite que d'habitude, 2 années de suite, en pourcentage d'augmentation. Donc on commence à avoir un peu de spirale parce que le marché de l'emploi est très tendu, parce que les gens ont arrêté de travailler vu les cadeaux qu'ils ont reçus, le temps de consommer leur épargne et leurs cadeaux, et la consommation a explosé. Il est évident que la réponse de la Banque centrale américaine ne peut être que de casser la croissance. Il faut casser la demande. Elle peut rien contre les matières premières, elle peut rien contre le pétrole, mais elle peut casser la demande en montant les taux d'intérêt sur les crédits acquéreurs, les crédits à la consommation. Là-bas aux États-Unis, les taux sont variables, c'est pas des taux fixes comme chez nous. Donc dès qu'elle monte ces taux, tout monte, tout monte, tout monte très vite pour le consommateur, l'économie, et la machine ralentit et s'arrête pour juguler l'inflation. Au Maroc, ce n'est pas le cas. Ce qu'on a vécu, nous, c'est des hausses de produits industriels pour répercuter la hausse des intrants que nous avons subie, n'est-ce pas? Si vous regardez les comptes des sociétés cotées, vous verrez que les marges en pourcentage du chiffre d'affaires sont inférieures à ce qu'elles étaient avant le Covid, mais en dirham, on a réussi à les reconstituer par la hausse des taux. À partir du moment où les matières premières commencent à baisser, compte tenu de la concurrence qu'il y a sur le marché, c'est fini. Il n'y aura plus de hausse des prix industriels, sauf s'il y a une nouvelle guerre. Et quand vous regardez le mois de février, qui est le dernier chiffre qu'on a, l'inflation sur 12 mois n'est que de 3,5%, hors produits alimentaires. L'effet de base dont on parle est un effet important. En février, on se compare à février 2022, c'est-à-dire à la veille de l'invasion de l'Ukraine. En mars, puis en avril, puis en mai, on va commencer à se comparer à des prix qui, l'an dernier, étaient de plus en plus hauts. Donc visuellement, l'inflation va paraître peut-être même à zéro, n'est-ce pas? Peut-être même négative, parce que c'est un problème d'effet de base. Vous vous comparez à quel moment et vous comparez quel moment. Ensuite, dans notre pays, il n'y a pas eu de spirale vicieuse, il n'y a pas eu de cercle vicieux avec les salaires. La grande différence, c'est qu'il n'y a pas dans notre pays d'excès de demande. Donc la demande n'est pas en dérapage complet, avec une explosion des investissements des entreprises, une explosion de la consommation des ménages. On a une croissance modérée. On va appeler ça une croissance modérée de 3% par an en volume. La composante alimentaire, elle souffre de plein de facteurs qui sont vraiment exogènes, hein. Vague de froid qui a ralenti la croissance de la tomate, qui fait que la tomate arrive plus tard sur le marché que plutôt au moment de Ramadan. Les engrais ont découragé un petit peu les agriculteurs de semer les mêmes superficies. Un export qui tirait très fort, l'export qui marchait bien, donc un peu moins pour le marché domestique dans les arbitrages. Donc tout ça fait qu'il y a une bosse sur la tomate, les oignons, les pommes de terre, mais on ne peut pas baser la politique
d'un pays sur des fruits et des légumes, quoi, hein. Il se trouve que c'est un aspect du panier qui est pas négligeable. Chez nous, il est peut-être 30 du panier ou quelque chose comme ça, le frais, hein, ou 20 du panier. Mais c'est quelque chose qui normalement devrait s'estomper avec des facteurs climatiques ou des encouragements à réaugmenter les surfaces ou des arbitrages export versus marché domestique. Selon cette analyse, et encore une fois, cet avis n'engage que moi, hein, je ne parle au nom de personne et en mon nom seul. Selon cette analyse, il n'est pas bénéfique pour nous de continuer à augmenter les taux, ni la banque centrale, ni surtout les banques commerciales. Donc les banques commerciales ne devraient pas répercuter maintenant les hausses de taux s'il devait y en avoir encore. Elles ont déjà répercuté environ la moitié, vu l'état de la demande des consommateurs, des acheteurs d'appartements, des entreprises en matière d'investissement, vu l'état de la demande qui est modéré, pas une demande forte. On n'a aucun intérêt à casser la demande et à monter les taux sur les crédits acquéreurs, à monter les taux sur les crédits d'investissement des entreprises. On n'a rien à y gagner, d'autant plus que nous avons la chance d'avoir un contrôle d'échange et une réglementation d'échange qui ne permet pas de spéculer contre la valeur du dirham en profitant d'un écart de taux d'intérêt entre l'euro, par exemple, et le dirham.